C'est très impressionnant en réalité, je ne vous vois pas, comme tout le monde a dû vous dire auparavant, hein. Je pense que vous m'entendez, mais j'ai l'impression de parler seule. Donc ça va être parfait, on va y aller. Je m'appelle Laetitia Marchand, je suis avocate au barreau de Paris. Je fais partie du Conseil national des barreaux, je suis élue donc chez les avocats. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a un partenariat qui s'est créé et qui fait que nous sommes venus proposer différentes prestations, différentes petites formations un peu pratiques. Pour ma part, je ne fais pas du tout du droit des sociétés, je fais vraiment du droit du travail, droit social. La question qui se pose et sur laquelle je dois travailler avec vous pendant 1 heure, c'est concrètement comment je fais pour engager mon premier salarié. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit point préalable avant de commencer. Ce petit point étant très simple, c'est un peu l'idée de se dire, d'accord, quand je deviens entrepreneur, quand je deviens chef d'entreprise, le but premier est de faire en sorte que ma société puisse perdurer. Et les relations sociales, les engagements que vous allez prendre par rapport à des salariés, des alternants, des stagiaires même, vont avoir un impact et vont pouvoir avoir un impact pour vous. Et vraiment, si je veux que vous reteniez quelque chose des 1 heure qu'on va passer ensemble, c'est de se dire que oui, parfois c'est laborieux, oui, il va falloir avoir un comptable, oui, parfois il faudra recourir à un avocat, mais ça va être nécessaire pour le maintien de votre société et pour assurer vos droits. Et faire en sorte aussi de, par exemple, et je ne vous le souhaite pas être condamné au conseil de prud'homme, ce qui parfois est un petit peu douloureux financièrement. Alors, cela étant posé, comment ça va se passer ? Je vais reprendre un peu à titre liminaire vos besoins. En fait, quand est-ce qu'on décide d'embaucher quelqu'un à l'intérieur de sa société ? Ensuite, on va regarder concrètement quand j'engage un salarié vraiment en CDI, en CDD. Après, on va poursuivre avec l'alternant et on finira par le stagiaire. Une fois que j'aurai fait tout ça, donc en gros 4 parties, comme ça vous savez où je vais, je vous laisserai me poser des questions si vous avez des questions. D'accord ? C'est très marrant, je dis d'accord, j'attends un signe et en fait je ne vois rien. Sauf le monsieur qui lève la main hyper haut. Merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil. Donc, on y va. Comment ça se passe exactement ? Ce qui se passe, c'est que quand on décide d'engager, généralement, c'est parce que sa société va bien, se développe, et on se dit, voilà, je ne peux plus travailler seul, donc je vais engager quelqu'un. Il y a un peu ce truc de, OK, mon besoin, je veux quelqu'un pour travailler avec moi. Après, comment je fais pour l'engager ? Je vais faire un contrat, point. Et puis, comment ça va se passer ? Je le paierai, ça ira. Non. En fait, c'est pas ça que vous allez regarder et c'est pas comme ça que ça va se regarder. Parce que la première chose que vous allez faire dès lors que vous allez vouloir engager quelqu'un, ça va être de se poser la question de savoir si, oui ou non, vous avez la capacité financière d'engager cette personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout d'abord, je regarde, et alors là, je pense qu'il y a plein de types d'activités possibles, d'accord ? D'entrepreneuriat possible. La réalité, c'est qu'il faut regarder votre société. Votre société, quelle est son activité principale ? De quelle convention collective dépend votre activité, pour ensuite aller regarder, ne serait-ce que les règles du salarié, le contrat, comment il doit être mis en œuvre, le salaire, comment il doit être mis en œuvre. Je vous prends un exemple très simple, vous inquiétez pas. En gros, quand on engage un salarié, le principe, c'est que la convention collective va s'appliquer. Si jamais il n'y a pas de disposition, ou s'il y a des dispositions plus favorables dans la loi, c'est la loi qui va s'appliquer. Très souvent, des gens ont des contrats dits Syntec. D'accord ? C'est tout ce qui est bureau d'études techniques, tout ce qui est informatique. Et on dit oui, c'est la convention Syntec, super. La convention Syntec, par exemple, elle vous fait que votre minimum salarial est beaucoup plus important que de juste prendre un SMIC en réalité ou les salaires minimaux dans les métiers traditionnels. Vous avez des obligations financières qui sont plus importantes puisque c'est une convention collective qui est extrêmement protectrice. Donc, vraiment, c'est important, ne serait-ce que pour savoir ce que vous allez engager comme fonds, de déterminer la convention collective qui s'applique pour votre société et d'aller regarder les textes un peu. Est-ce qu'on a des dispositions particulières, bénéficiaires, qui sont plus bénéfiques, plus favorables pour les salariés et donc qui vont conduire potentiellement à avoir un coût plus important. Et c'est seulement une fois qu'on aura ce cadre-là et qu'on comprendra l'engagement financier qu'on a et qu'on va avoir qu'effectivement, on pourra décider de se dire « Ok, je suis face à une situation économique qui me permet de répondre à ces questions et effectivement, je vais engager un recrutement. » C'est important parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je vous rappelle juste, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais que si jamais vous vous trompez dans les rappels de salaire, je fais un peu je fais un peu la formation. C'est super, vous entreprenez, vous allez avoir des salariés et en même temps, attention, ça peut vous coûter cher. Je vous préviens, c'est un petit côté dépressif pendant 1 heure, mais après, c'est juste être concret, réaliste face à ce qui se passe dans les situations.
Donc, l'idée, ça va être de se dire, OK, une fois que j'ai la capacité financière, après, qu'est-ce que je veux exactement comme contrat ? Je voudrais vraiment, ça c'est vraiment un autre présupposé qui me paraît extrêmement important de vous poser. Quand on a besoin d'un salarié à temps plein pour travailler dans sa société, on prend un salarié en CDI. On ne commence pas à se dire qu'un stagiaire, ça va être super, un apprenti, ça va être super, parce qu'on encourt des risques réels de requalification de contrat. De la même manière, on ne s'amuse pas, à essayer de tourner les mains en disant « Oh, je vais chercher un peu au moins cher, ou en tout cas ce qui me servira le mieux, dont je vais bien pouvoir me servir ». Parce que les conséquences pour vous, de la même manière, elles peuvent être extrêmement importantes. Donc, on doit déterminer quel texte, combien ça va coûter, et puis après se dire, OK, quel est exactement l'emploi que je veux ? Si c'est pour assurer la pérennité de mon activité, bah oui, effectivement, le CDI peut être la meilleure des choses. Et si vous avez peur au début, n'oubliez jamais que quand on engage quelqu'un, on a toujours une période d'essai qui est prévue. Donc, si vous embauchez la personne et que ce n'est pas la bonne et que vous avez peur de perdre des fonds ou quoi que ce soit, dans tous les cas, on a toujours le droit, pendant une période d'essai, de rompre un contrat sans aucun motif en réalité. Cependant, on ne peut pas réussir à dire... Nous, on a souvent ce problème-là. Vous voyez, je vais vous dire. Moi, j'ai eu des dossiers où j'ai même vu dans mes fonctions des sociétés qui fonctionnaient exclusivement en disant « je prends des stagiaires ». Un cabinet... Une société qui ne fonctionne que grâce aux stagiaires, il y a un problème en fait. Il y a une difficulté. Et il y a une difficulté qui s'en ressentira parce que le stagiaire, à un moment donné, surtout aujourd'hui avec l'ère de la communication, fait que les gens s'informent, bah, il va se dire en fait ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout un travail de stagiaire, c'est un travail de salarié. Et donc il pourra avoir des prétentions à aller revendiquer. Donc ne jouez pas avec ce système-là, effectivement, et vraiment, posez-vous et demandez. Il y a plusieurs types après de contrats, c'est vrai, il faut toujours s'interroger. On peut avoir des situations où c'est juste un accroissement temporaire d'activité. Donc à ce moment-là, ce sera un CDD, mais pareil, c'est encadré dans des règles extrêmement précises, où c'est écrit, on sait la période, combien de temps, c'est renouvelable pendant 18 mois seulement, c'est toutes ces choses-là. Et là, vous dites un truc extraordinaire que vous allez comprendre et qui est mon troisième point que j'aimerais que vous reteniez, c'est petit 1, on est carré. Petit 2, on détermine bien son besoin. Petit 3, on sait que notre comptable va être notre meilleur ami et que votre avocat aussi va être votre meilleur ami pour vous dire éventuellement et vous proposer les différents contrats que vous pourriez mettre en œuvre. Donc, si je prends ça, je suis déjà perdue vu que je ne suis pas du tout en train de dire ce que j'étais en train de penser. Au-delà de la capacité financière et tout, oui. Donc, une fois que j'ai fait ce cadre-là, je décide de lancer mon offre et donc je vais assez traditionnellement sur France Travail pour déposer, c'est l'ancienne Pôle emploi, donc France Travail ou sur des annonces dans des magazines particuliers, déposer mon annonce. Mon annonce, elle doit être précise, elle doit être datée, elle ne doit pas, et j'attire votre attention, ça paraît bête, elle ne doit pas contenir de critères discriminatoires, vraiment, d'accord ? C'est pas je cherche homme pour conducteur de chantier, ça n'existe plus en fait aujourd'hui, surtout que ça peut avoir des petites conséquences pénales. Et donc, pardon. Et donc, vous cherchez effectivement votre salarié, en sachant, parce que vous avez estimé combien est-ce que vous allez régler, et puis après, voir effectivement les tâches, etc. Une chose importante, encore une fois, parce qu'en plus aujourd'hui d'actualité, c'est une vraie question qui se pose, on est toujours tenté, quand on est employeur, de prendre tous les nouveaux talents, voilà, c'est super. Il y a une condition que vous devrez en permanence respecter, c'est vous interroger sur la nationalité de la personne qui travaille avec vous. Vous ne pouvez pas engager une personne qui n'a pas l'autorisation de travail en France, d'accord ? Vous ne pouvez pas lui permettre de travailler en France. À ce moment-là, vous pourriez en fait être poursuivi une nouvelle fois. Et donc, vous devez, en tant qu'employeur, faire cette vérification. C'est-à-dire que soit j'ai une personne qui est de nationalité française, soit j'ai une personne qui est étrangère avec un titre régulier, soit j'ai une personne qui est en cours de régularisation, mais qui a toujours cette autorisation qui est inscrite en fait sur son récépissé. C'est important, pourquoi ? Parce que si vous êtes en train d'engager quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de travailler en France, vous pouvez être poursuivi. Ce qui n'est pas très agréable. Et en plus, ça entraîne des cotisations forfaitaires qui sont assez conséquentes pour votre société et dont on arrive très peu à se délier. Pourquoi ? Parce que, et donc là j'aurais atteint la dépression de mon intervention, lorsque vous êtes employeur, on considère que vous êtes responsable. Si vous êtes responsable absolument de tout. Vous devez vérifier
vous devez vous assurer que c'est fait. Et vous ne pouvez pas dénuer votre responsabilité en renvoyant la responsabilité vers le comptable. Ce n'est pas possible en fait. Il faut réellement que vous vérifiez ces éléments-là et c'est c'est seulement si vous les avez vérifiés et que vous en avez attesté qu'on pourrait réussir entre guillemets à vous en faire sortir. Alors, j'ai décidé d'engager effectivement et d'embaucher mon premier salarié. On va dire salarié de base, parce qu'on va partir sur quelque chose de très basique. Vous avez des déclarations auprès de l'administration qui sont obligatoires et que vous devez mettre en place. La première chose, c'est que lorsqu'on engage un salarié pour la première fois, on doit déclarer préalablement cette embauche à l'inspection du travail, dont vous dépendez en fait, donc du lieu, du département où vous vivez, pardon. C'est assez archaïque, je vous le dis tout de suite, comme ça vous évitera de chercher. Cette autorisation s'envoie par recommandé accusé réception. Effectivement, on est à peu près aux portes de la modernité sur l'inspection du travail. Et vous devez en fait informer et dire, voilà, je vais engager telle personne à partir de telle date. Quand vous envoyez ce recommandé, et c'est important, vous avez le retour qui vous arrive. Et lorsque l'inspection du travail décide de venir faire un contrôle chez vous, ce qui est son droit, de venir voir si tout est aux normes, elle peut vous demander la présentation de ce recommandé. Donc, vous devez le conserver de la même manière, parce que vous avez conservé plein de documents, mais ce document-là, vous le conservez, la preuve d'envoi et de réception de la déclaration préalable à l'inspection du travail. À côté de cette déclaration, vous avez une autre déclaration qui est extrêmement importante, qui est la déclaration préalable à l'embauche, qui va se faire près de l'URSSAF. Alors, la déclaration préalable à l'embauche, elle va se faire, alors c'est au plutôt 8 jours avant, mais en tout cas au moins la veille de l'engagement d'une personne, d'accord ? Vous devez déclarer à l'URSSAF que vous engagez une personne et cette déclaration-là, ce que vous allez faire, alors soit très souvent quand on est entrepreneur, on prend le service Thésée. Donc c'est un service de l'URSSAF, c'est TESE, qui est un service informatisé de simplification de toutes les voies administratives, toutes les démarches administratives. Cette déclaration est hyper importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre, en gros, de immatriculer au régime général de la sécurité sociale, de vous immatriculer au régime général de la sécurité sociale comme employeur. Elle va permettre de faire la déclaration nominative du salarié que vous entendez engager. Ensuite, elle va permettre l'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie. Elle va également vous affilier au chômage et elle va enfin vous permettre d'être déclaré et d'adhérer à la médecine du travail. Et ça, c'est pas après l'embauche qu'on le fait. On le fait avant, réellement. Parce que de la même manière, on pourrait vous le reprocher et ça pourrait avoir des sanctions. Des sanctions qui sont dures parce que ce n'est pas juste des sanctions, une petite amende. Non, en fait, vous pouvez avoir des sanctions civiles, des sanctions administratives et des sanctions pénales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Attendez, je reprends parce qu'elles sont quand même un peu... voilà. Les sanctions civiles, ça veut dire que, effectivement, l'URSSAF va pouvoir vous demander, si jamais vous ne l'avez pas fait dans les temps, une régularisation des cotisations. Des sanctions administratives, ça peut être des pénalités qui vont être appliquées par le nombre de salariés que vous n'auriez pas déclaré. Vous êtes sur votre premier, donc on va dire qu'il n'y en a qu'un seul ici. Et puis, les sanctions pénales, le fait de ne pas déclarer, on va considérer que c'est du travail dissimulé. Et le travail dissimulé, c'est quand même assez durement sanctionné, je vous rappelle, puisque ça fait encourir juste en acte la première fois, en gros, quand c'est la première fois qu'on est poursuivi pour travail dissimulé, on encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, et que par la suite, les peines augmentent si vous êtes en état de récidive. Bon, on est toujours sur le premier embauche, donc on va considérer que il ne va pas y avoir de récidive. Cette DPAE, c'est vraiment un élément déterminant dans votre entrée dans le monde des employeurs en réalité, parce que vu que ça entraîne l'affiliation à tout le reste, c'est vraiment la porte d'entrée et votre première démarche en réalité qu'il faut faire. Après, par la suite, vous avez également à vous saisir de tout ce qui est retraite. Tout ce qui est retraite, c'est l'Agir Carco. Vous allez voir, en fait, il y a des sites qui sont extrêmement bien posés, d'accord, qui aident les auto-entrepreneurs au début. Si vous voulez refaire un point, vous allez voir sur Thésée, de toutes les façons, vous êtes sur l'URSSAF. Vous avez tous les sites services publics aussi qui vous aident. De la même manière, un avocat vous aide, ça c'est vraiment le leitmotiv parce qu'on veut vous montrer qu'on vous sert à ça. Mais la réalité, c'est que vous pouvez déjà vous saisir un peu des questions et réussir à déterminer que il faut réussir à cocher l'ensemble de ces cases.
Une fois que vous avez réussi à cocher, enfin, vous avez fait ces démarches-là, vous allez devoir également prévoir une mutuelle. Et cette mutuelle est particulière parce qu'elle va être prise en charge à 50% par l'employeur, donc par vous. Et elle doit être proposée à tout salarié dès lors que vous prenez un salarié. Sur la médecine du travail, je vous l'ai dit, quand vous faites la DPAE, près de l'URSSAF, donc la déclaration préalable, ça va vous ouvrir des droits à la médecine du travail. Et là, un peu comme tout à l'heure par rapport à la nationalité, choses comme ça, la médecine du travail, c'est vraiment quelque chose dont je crois les employeurs, de manière générale, ne se saisissent pas forcément beaucoup. Et pourtant, ça entraîne des sanctions, parce que c'est d'abord une contravention qui peut entraîner une condamnation jusqu'à 1 500 €. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, dans notre société, on a vraiment une nécessité de faire en sorte que l'employeur assure une obligation de sécurité du salarié. Le fait de prendre un salarié fait qu'on doit faire l'employeur doit s'assurer que le salarié travaille en bonnes conditions, qu'il est apte à le faire, que ça n'entraîne pas des difficultés pour lui. On pourrait vous le reprocher si vous ne le faites pas. Et c'est pour ça que dans les 3 mois d'une embauche, on doit toujours prévoir la réunion d'information et de prévention, ça s'appelle, près de la médecine du travail. Par la suite, vous le verrez, la médecine du travail, elle peut avoir un rôle très déterminant quand vous avez des arrêts de travail. Il faudra demander aussi plus de 30 jours. Il faut aller demander une visite de la part du salarié qui reprendra son travail. C'est des obligations qui sont posées par la loi qui, de la même manière, peuvent réellement se retourner contre vous. Alors, pourquoi ? Pour cette obligation de sécurité, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et les conséquences, elles sont effectivement financièrement assez compliquées. Parce que si un salarié vous reproche de ne pas avoir assuré votre obligation de sécurité et vous n'auriez pas permis à ce qu'il soit dans des conditions sereines et stables pour travailler, l'indemnisation, c'est au moins 6 mois de salaire. Donc vous comprenez qu'effectivement, on embauche quelqu'un, c'est génial, on développe sa société, c'est génial. Maintenant, ça vous engage et ça nécessite que vous assuriez que ce salarié soit bien. Ces obligations, elles sont très compliquées pour vous et elles sont lourdes, c'est vrai. Après, c'est un cadre. Moi, je vous avoue que j'ai commencé en faisant du salarié, après j'ai fait du syndicat, après j'ai commencé à faire les sociétés, après j'ai fait du cadre, après je suis retournée à côté employeur vraiment. Et j'ai vraiment ce truc où je suis souvent obligée de rappeler un peu à l'ordre mes employeurs pour dire non, en fait, on ne négocie pas là-dessus. Parce que si à l'embauche, on est carré, qu'on a fait l'ensemble de ces déclarations, qu'on s'est assuré du trafic par rapport à la médecine du travail, des visites avec médecine du travail, qu'on sait exactement comment la personne est engagée, on verra après sur les distances, en fait, ça va vous enlever de la charge mentale. Et ce ne sera plus une difficulté. Ce ne sera pas une difficulté, tout le monde pourra travailler sereinement et tout le monde sera droit dans ses bottes en réalité, sans s'interroger sur le pourquoi, du comment, de comment ça se passe. Ensuite, il y a un dernier document, et ça, c'est un peu... Alors, c'est plus les déclarations qu'on doit faire à l'administration, donc l'inspection du travail, l'URSSAF, ce que je vous disais là, la médecine du travail, c'est plus au sein de la société. Justement, au sein de la société, pour s'assurer qu'il y ait un bon fonctionnement en fait avec votre salarié, quand vous l'embauchez, il faut prévoir, toujours il y a un espace où la personne peut venir consulter des éléments, et vous devez, en tout état de cause, lui assurer l'accès à la convention collective, parce que c'est quelque chose, des éléments sur la médecine du travail. De la même manière, il faut que vous pensiez à répertorier dans un petit classeur l'ensemble des éléments. Et puis vous, à titre perso, vous allez avoir un autre registre qui est important et qu'il va falloir ouvrir, c'est le registre du personnel. Et le registre du personnel, c'est un registre dans lequel vous allez mettre à chaque fois, d'accord, tout le temps, parce qu'en fait, vous avez le registre pour salariés, alternants, et après, vous avez un registre, une partie spéciale pour les stagiaires, mais il faudra les mettre aussi. Vous avez un cahier où vous savez qui est entré, à quelle date, quel est son poste, d'accord ? C'est vraiment, et le type de contrat. Vraiment, à chaque fois. Et donc, c'est un peu le magazine de la vie de votre société. Où, si on a un contrôle de l'inspection du travail, on va vous dire, est-ce que je peux avoir les documents ? Vous donnez le registre, et dans le registre, vous avez absolument tout. Il sait qui est là, qui est inscrit, qui est bien déclaré. Bon, ça veut aussi dire que si la personne n'est pas déclarée et n'est pas sur le registre, ça va comprendre qu'il y a du travail dissimulé. Mais vous ne ferez pas de travail dissimulé, j'en suis sûre. Donc, continuant, vous allez faire un autre document qui va être aussi à disposition du salarié, c'est le document des risques.
Et le document des risques, en fait, c'est l'évaluation des risques au sein de la société, de là où vous êtes. C'est de dire, OK, qu'est-ce que, je sais pas, il peut y avoir un risque si vous êtes devant un ordinateur toute la journée ou assis toute la journée. Il faut mettre en place des mesures ergonomiques, des choses comme ça. Et ça, vous devez consigner l'ensemble de ces éléments dans un dossier, dans un document que vous allez rendre accessible de toutes les façons et que vous allez mettre à jour au fur et à mesure. Je vous donne juste un exemple parce que là où c'est compliqué pour vous, employeur, c'est que cette obligation en fait, du risque de faire attention à votre salarié, ça conduit un peu à votre responsabilité automatique quand il se passe quelque chose. Moi, je fais du pénal et du social, d'accord ? Quand je fais du pénal et du social, alors, mon rêve et le truc que j'aime le plus dans la vie, mais je ne vous le souhaite pas, c'est le salarié qui se blesse très très gravement pendant son travail, d'accord ? Donc typiquement, je défends une usine. Dans cette usine, ils montent des grues. Et ils montent des grues qui sont des énormes grues. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai un salarié qui est là depuis 20 ans, qui voit une petite patte sortir de la grue. Ça n'a aucune importance. Et au bout de 20 ans, on ne sait pas pourquoi, il vient à 7h30 du matin, il prend une massue, il va taper la grue. Et là, la grue fait ça sur lui. Et donc, il est écrasé. C'est écrit dans le constat médical, il fait la largeur d'un iPhone. Vu comme il a été écrasé. Il n'est pas décédé, mais il a été extrêmement blessé. Engagement de la responsabilité de l'employeur. Vous deviez faire attention. Il y avait les risques et tout. Donc nous, on a un peu, je veux bien, mais la potentialité qu'on pense qu'un salarié prenne une massue pour aller taper sur une grue alors qu'il a 20 ans d'expérience, le tout à 7h30 du matin quand la société rentre à 8h, c'est quand même très limité. Enfin, je veux dire, ça n'arrive à personne en réalité, sauf dans ce cas-là. La réalité, c'est que le tribunal correctionnel nous a dit oui, mais votre job, c'est toujours d'informer sur les risques possibles et donc d'anticiper sur qu'est-ce qui peut se passer. Et donc, on nous a pas condamné très très durement, mais on a été quand même condamné parce que c'est notre job d'employeur de nous assurer des risques pour le salarié. Et donc, ce document, vous devrez le faire quand vous ouvrirez votre structure. Enfin, quand vous déciderez d'engager, puisque quand vous ouvrirez votre structure, et vous devrez après, par la suite, le mettre à jour au fur et à mesure. Tout le temps. Et à chaque fois, il faut informer le salarié de ce qu'il en est, de comment ça a évolué. Et si on fait ça déjà, on s'enlève pareil, pas mal de charges, de stress ou de difficultés. Et si on informe le salarié, effectivement, ça devient arrêtez votre allié parce que les informations coulent. De la même manière, vous devez laisser à disposition du salarié, par exemple, les chartes de télétravail aujourd'hui, si jamais, ça dépend comment c'est prévu dans vos sociétés, ce que vous décidez de faire, mais ça peut être aussi un élément mis à disposition pour qu'on sache. L'adresse de la médecine du travail, je crois que j'ai déjà dit pareil, parce que le salarié doit être libre. Et donc tout ça, c'est un classeur à un endroit et vous gardez vous mettez ces éléments à disposition. Il y a un autre registre qu'il faudra mettre en place dès lors que vous devenez employeur avec un salarié. Ce registre, c'est le registre des données personnelles. Vous devez aujourd'hui avoir un registre qui va contenir l'ensemble des éléments, l'ensemble des dispositions RGPD, le respect, etc. au sein de la société que vous devez mettre aussi à disposition, qui doivent être connus par le salarié. Il doit savoir y avoir accès, pouvoir demander au DPO, etc. Alors, une fois qu'on en est là, on se dit super, j'ai fait des déclarations, j'ai mis en place des registres, mais le salarié. Et le salarié, on y arrive. Le salarié, vous avez encore d'autres démarches à faire. La première démarche que vous aurez faite, c'est une DPAE, donc la déclaration préalable. La déclaration préalable, dans l'absolu, si vous engagez quelqu'un en CDI, ça peut suffire. Ça va engager la personne. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe en droit du travail, c'est que lorsque j'engage quelqu'un en contrat à durée indéterminée, je n'ai pas besoin d'écrit. Maintenant, regardez-moi tous, on fera toujours un contrat écrit. On ne se contente pas de laisser tout dans le flou. Vous poserez correctement, vous prendrez le temps de faire, vous prendrez le temps de faire un contrat de base qui prendra les dispositions de la convention collective, que tout soit bien carré, qu'on ait les éléments essentiels à l'intérieur du contrat, en plus de la DPAE qui sera régularisée par tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si je ne suis pas obligée, d'accord, je ferai un écrit. Ce qui veut dire à contrario que si je ne fais pas d'écrit et que je me dis « Oh, on verra plus tard », en réalité, vous aurez pu, par exemple, à la période d'essai, on ne pourra plus venir la dire.
Il faut l'écrire dès le début, votre période d'essai, si vous la voulez. Donc, si vous vous dites, hop, je laisse et puis on verra plus tard, non, c'est pas possible. Donc, pour toutes ces choses-là, vous ferez vraiment un contrat où il y aura les éléments essentiels. Il me faut la fonction de la personne, son coefficient, le grade, le salaire qu'elle gagnera, la durée. Il faut son adresse, ça c'est naturel. Il faut lui expliquer ses congés payés. Il faut tous les éléments essentiels du contrat. L'objet de ses fonctions. L'objet de ses fonctions, ce qu'elle va faire vraiment. Si jamais vous décidez de faire un contrat à durée indéterminée, la personne, c'est pour qu'elle soit là de manière permanente. Très souvent, on est tenté de faire un contrat à durée déterminée. Donc se dire, je le prends 6 mois et puis je verrai plus tard. C'est pas pas du tout un bon feeling en fait de faire ça. En fait, si vous voulez quelqu'un de manière pérenne et que vous voulez le tester, c'est la période d'essai, je vous l'ai déjà dit. D'accord ? Et c'est renouvelable une période d'essai. Donc vous marquez, vous prévoyez que ça c'est renouvelable, comme ça vous pouvez voir. En revanche, méfiez-vous de toutes ces personnes qui vous disent non, fais un CDD, tu feras le CDI après. Ça n'a aucun sens juridiquement et vous encourez un risque de le faire. Si on fait un CDD, c'est parce qu'il y a un motif déterminé à un moment donné. Un accroissement d'activité, une personne malade, alors ça ne vous concernerait pas, mais un accroissement d'activité, ça va être potentiellement le premier truc que vous voudriez faire. Mais en réalité, le CDD, en revanche, on n'attend pas 3 jours avant de le faire signer. Si jamais vous engagez quelqu'un en disant « oui, je te prends à durée déterminée », et puis que en fait, vous commencez à le faire travailler sans avoir fait signer de contrat, la conséquence, c'est que vous le faites travailler sans contrat écrit. Ça veut dire qu'en fait, vous avez fait un CDI. Et la personne, vous ne pouvez pas du tout la virer, lui dire de partir quoi que ce soit, ou lui dire à la fin de son contrat, ça ne lui tue pas. Non. En fait, un CDD, ça se fera forcément par écrit et ce sera cadré avant l'ouverture avec la justification, le pourquoi, sans une durée supérieure de 18 mois. C'est vraiment un statut particulier qui est en réalité exceptionnel. Et souvent, vraiment très souvent, on a des personnes qui se disent ça va me permettre de me lancer et je pense vraiment que c'est pas une bonne idée et que c'est pas une bonne raison. Parce que le fait est, c'est que si vous prenez quelqu'un en CDI, outre la période d'essai, si jamais c'est parce que financièrement ça va plus, parce qu'en fait ça vous coûte trop cher ou quoi que ce soit, vous avez des motifs économiques qui vous permettent de rompre un contrat. Et ce ne sera pas plus grave, ça vous embêtera pas plus en réalité et ce sera tout aussi efficace. Donc, on fait son contrat. Voilà. On ne multiplie pas les CDD. Je l'ai eu un jour dans un dossier. Vous êtes employeur. Quand vous faites un contrat, que vous l'envoyez pour relecture aux salariés, vous n'envoyez pas le contrat avec votre signature dessus. D'accord ? Vous envoyez le contrat. Si vous envoyez un projet, vous marquez projet sur le papier. C'est des trucs vraiment pratiques. Moi, je me suis retrouvée vraiment au Conseil de prud'homme de Nanterre à expliquer qu'un contrat signé par un employeur où il n'y avait pas la mention projet, en fait, c'était juste une proposition. Alors, ils m'ont cru, on n'a pas été condamnés, mais on avait un salarié qui disait moi, ça fait 2 ans que je suis engagé, puis il ne me paye pas mes salaires. Mon employeur, regardez, j'ai un contrat qui m'a signé, qu'on m'a donné. Pourquoi ? Parce que l'employeur s'était dit le salarié a l'air sympa. Je lui file mon contrat, il le lit, je ne mets pas projet, je considère que, et puis je ne fais pas attention. Vous ne pouvez plus vous permettre de faire ça dès lors que vous embauchez quelqu'un. Donc, on envoie le contrat, on envoie un projet, etc. Si j'ai fait un contrat, on envoie le contrat, on demande à la personne de retourner et après on signe son contrat. D'accord ? C'est toujours mieux que d'envoyer un contrat signé comme ça sans faire attention. Donc, on a le contrat. On a les obligations, on a l'ensemble des déclarations qui ont été faites. Je regarde l'heure parce que je suis déjà trop longue. Et à ce moment-là, personne ne travaille. Quelques précautions. Faites toujours attention. Généralement, les heures supplémentaires, d'accord ? Souvent, moi, je pense qu'il est bon de dire on ne veut pas d'heures supplémentaires. Si jamais on a des heures supplémentaires, il faut que ce soit validé par l'employeur. De la même manière, quand vous prenez quelqu'un à temps partiel, si jamais ça vous arrive, les heures complémentaires, c'est pas la one again. En fait, il fait un temps complet, mais bon, c'est parce que ça m'arrange, parce que là, on a d'activité. C'est pas possible non plus. Il faut vraiment faire attention à ces choses-là, à comment vous gérez en réalité les heures et le traitement des heures, sachant que les heures, c'est par semaine et que, sincèrement, si vous pouvez mettre en place un système pour qu'on comprenne, hors les gens qui sont cadres, mais quelles sont les heures effectuées, c'est extrêmement important.
Dans le contenu de votre contrat, si vous faites de l'API, vous avez toutes les questions de cession, de droit. Bon, moi, je vous avoue que je ne suis pas la pro de la propriété intellectuelle, mais le fait est, c'est que ça, c'est vraiment des choses où on va se faire conseiller par un avocat. Et c'est pas méchant. Mais on va se dire un truc, c'est que quand on est employeur, on va prendre un comptable parce qu'on doit remettre un bulletin de salaire chaque mois et on doit faire des déclarations tous les mois ou tous les trimestres près des organismes sociaux par Net Entreprise. Ça, c'est une autre obligation que vous aurez. Le comptable, il est là pour ça. Le bulletin de salaire, l'émission du bulletin de salaire, ça. Si on est sur une question juridique ou encore de licenciement, par exemple, allez voir un avocat. L'avocat est de conseil, d'accord ? Vraiment. Je pourrais vous raconter des histoires d'un comptable, moi, qui avait décidé de faire un schéma pour faire en sorte qu'un salarié soit viré. Bon, c'était un peu, ils avaient fait une mise en scène. Bon, nous, on ne fait pas ça. C'est comme on n'est pas enquêteur, on est avocat, donc on fait du droit et on vous expose comment faire. L'aide de licenciement, toutes ces choses-là, toutes les histoires de la vie, après, de la vie du contrat, ça se gère pas seul et ça se gère de manière... Enfin, il faut rester assez pragmatique et toujours être précis. De la même manière, dans la vie du contrat que vous aurez avec votre salarié, si jamais vous avez des avertissements à lui refaire ou quoi que ce soit, faites-le. Ne laissez pas... En fait, faut toujours... on ne sait pas comment les choses peuvent tourner. C'est vraiment... Je sais que... Mais si un salarié se comporte mal, il vaut mieux faire une trace écrite, même si vous ne lui mettez pas de sanction. On fait une trace. On laisse toujours un écrit, quelque chose, pour encadrer, parce que c'est aussi votre... c'est votre devoir en réalité, parce que ça peut avoir parfois en plus des impacts sur les tiers. Cela étant posé, là, on est, entre guillemets, en gros, sur la partie salariée, comment je l'engage. Donc voilà, et puis après, j'ai mon contrat, il commence. Vous pouvez faire d'autres choix. Vous pouvez faire d'autres choix que d'engager quelqu'un en CDD ou en CDI, ou en CDD parce qu'il y a un accroissement temporaire, par exemple. Vous pouvez décider aussi de prendre des gens que vous allez former. Pensez toujours, alors je vais être assez rapide, mais il y a deux types de personnes que vous pouvez former. Il y a le stagiaire, d'accord, qui a un projet pédagogique. Voilà. Moi, mon conseil, c'est de dire que c'est super d'avoir des stagiaires, mais un stagiaire, il faut avoir du temps pour le former. On ne prend pas un stagiaire en se disant il va monter toute notre société. Donc, c'est du temps. C'est une personne qui n'est pas payée, mais qui est indemnisée, dont il faudra bien faire la déclaration. Il n'y a pas de DPAE, mais il faut qu'il soit inscrit dans le registre du personnel. Et il faut une convention avec son université, généralement. Ça va durer 6 mois. Et on vous demande de respecter le droit du travail. C'est-à-dire que ce n'est pas un salarié en tant que tel, mais il doit être égal par rapport aux autres. Donc, il va pouvoir avoir le droit à des congés. Il va falloir prendre en charge la moitié de ses frais de transport. Voilà. Le fait après, c'est que ça s'inscrit dans un projet pédagogique. Donc, si vous êtes entrepreneur, que vous montez votre société, c'est à condition d'avoir le temps de former cette personne réellement, parce que c'est les prémices, en fait, généralement, du début d'une activité, d'une orientation. Au-dessus, vous avez l'alternant. L'alternant, il y en a deux types. Vous allez avoir l'apprentissage et vous allez avoir le contrat de professionnalisation. Et après, vous avez aussi le Pro A qui est encore plus particulier. Sur l'apprentissage, c'est de la formation continue, de la formation initiale. C'est un jeune qui arrive et qui est en train d'apprendre. Voilà. Ça peut être extrêmement intéressant. Il n'y aura pas de temps partiel. Il passera en gros 25% de son temps en formation et puis il sera chez vous. Ça durera de 6 mois à 3 ans. Avec des indemnisations pareilles qui sont en termes de salaire en fait assez réduites. Il faut l'inscrire, il a les mêmes droits qu'un salarié, mais en revanche, il y a une volonté de former cette personne et vraiment de l'accompagner. Ça peut être super. Nous, par exemple, dans la profession, on est en train de s'interroger pour que les élèves avocates en fait, puissent prendre le statut d'apprenti. Parce que ça peut être intéressant pour eux d'avoir ce statut qui, c'est une base de 35 heures, ce qui est quand même bien, parce que souvent, ils font plus, par exemple, chez nous. Mais là, c'est 35 heures qui sont réglementées avec une grille indexée au SMIC. Il me semble que c'est 27% minimum. Et puis derrière, pour la personne qui prend l'apprenti, qui le forme, il va pouvoir avoir des aides aussi. En 2023, il y a une aide qui a été donnée qui est donnée par l'État, qui vous permet en réalité d'avoir 6 000 € parce que vous aidez à l'apprentissage d'une personne. Donc ça peut être aussi un déclic pour vous à un moment donné de dire ok, je prends un apprenti, c'est sa formation initiale et tout. Et donc je vais l'aider à passer le cap et potentiellement ça pourra devenir mon salarié derrière. Vous avez vachement ça dans les trucs de travaux, dans tout ce qui est conducteur de travaux. L'autre chose, c'est la professionnalisation, le contrat de professionnalisation. Ça, généralement, c'est la formation continue. Ou Pro A, c'est tout ce qui est pro alternance, mais aussi tout ce qui est reconversion professionnelle. C'est un autre statut, généralement pour des gens un peu plus âgés.
qui sont en reconversion notamment, et qui va vous permettre pareil de former des personnes avec un salaire plus réduit parce que vous les formez. Il a un tuteur qui existe et à ce moment-là, les coûts, c'est 55% du SMIC au minimum, le paiement. De la même manière, ça va durer de 6 mois à 1 an. Donc, ça peut être pareil, un engagement en réalité où, quand vous montez votre société, vous savez que vous allez travailler, mais que vous avez encore le temps de former les gens. Et à ce moment-là, ça peut être un moyen de développer et effectivement de fidéliser vos salariés. Parce que, en revanche, ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, il faut comprendre que même si on vous accable un peu d'obligations ou quoi que ce soit, vos salariés, c'est un peu eux qui vont faire en réalité tourner votre société, qui vont vous permettre de prendre de l'expansion et d'être tranquille pour aller faire tout le développement extérieur. Nous, c'est pareil dans les cabinets d'avocats. En fait, collaborateurs, ils travaillent pour nous et puis nous, on est dehors en train de courir par Mons et par Vaux pour trouver les clients, etc. Vous devez en prendre soin. C'est important. Donc, effectivement, l'ensemble du travail à donner, du cadre, du contrat, toutes ces choses-là, si elles sont clean dès le début, ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous permet de travailler tranquillement dehors et eux, ça leur permet de travailler et de permettre l'expansion de votre société. Je ne sais pas quelle heure il est, je pense que j'ai fini, je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, je vous remercie de votre écoute.